L'instant du décryptage, l'instant de l'analyse, l'instant de la clairvoyance, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre édition de la Tribune, mais alors la grande sur Afrique Média Télévision, vous l'aurez compris. Nous allons donc aller à l'abordage des unes, mais alors les meilleures, telles que traitées et titrées par la presse africaine en ce jour. Avec à mes côtés les directeurs de publication, avec eux notamment, nous allons autant faire ce mieux de décrypter pour vous ces nombreuses titres qui sont d'ailleurs en ligne, en kiosque depuis quelques heures. À ma droite, donc vers ma gauche, Pierre Clavenco, vous êtes directeur de publication pour le magazine Horizon Nouveau. Bonjour, bienvenue. Bonjour Fabrice, bonjour également à Franklin et surtout un grand bonjour à ces milliards de téléspectateurs qui suivent la chaîne panafricaine Afrique Média dans le monde et au-delà. L'actualité telle que vous l'avez reçue ce matin, on veut rester tout simplement dans les préliminaires. Comment est-ce que vous la sentez sur le continent africain? Sur le continent africain, je pense que ça bouge beaucoup et le continent africain en plein mouvement, en pleine mutation. Naturellement. Franck Lemont, vous êtes directeur de publication pour le magazine Afrique Business qu'on ne présente plus, un magazine qui se veut tout simplement une véritable bannière de lutte contre l'impérialisme économique, on va le dire comme ça, qui a pour ligne éditoriale tout simplement la monnaie, parce que vous avez toujours coutume de le dire, c'est la valeur, on va dire, substantielle pour laquelle tout continent doit tout simplement se battre pour avoir sa propre monnaie. Bien évidemment, bonjour à toutes les statuts d'Afrique Média. Je suis très choqué par rapport au mouvement politique qui se passe dans notre pays depuis un certain temps. Vous parlez de la monnaie. Vous savez, la monnaie, c'est l'élément substantiel qui permet de garantir la prospective économique. Lorsqu'on est dans un système distorsionné, disproportionné, avec des leaders qui ne sont pas des véritables leaders, qui travaillent dans une espèce d'immobilisme à outrance, qui utilisent la dimension de la corruption comme élément moteur qui justifie l'existence humaine, je pense que dans cette logique, il sera difficile de bâtir une économie forte. Par contre, on a des leaders qui ne sont pas charismatiques, qui sont des bandits, excusez-moi l'expression, parce que le Cameroun, l'image est en train de prendre un coup sur le plan de son économie, avec les indicateurs qui démontrent que les hommes ne sont pas à la hauteur de la dimension des exigences souhaitées. Donc, on se bat en tant que journaliste de dire tous les jours sur ce plateau que d'autres dirigeants doivent faire attention parce que c'est la vie de notre pays qui en dépend. Qui en dépend, tout simplement. Merci. En tout cas, vous avez dans ce premier jet permis donc de comprendre un tout petit peu ce malaise qui prévaut depuis quelque temps. Du côté du Cameroun, on a des arrestations, on n'a plus fini, on va y arriver, mais avant, monsieur, nous allons du côté du Gabon, et bien la presse gabonaise depuis quelque temps semble un tout petit peu aussi en mouvement, oui, parce que de ce côté-là, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, mais avant de parler, on va dire, des dessous de ce pays-là, on va s'intéresser à la zone de libre-échange continental telle que voulue par le président rwandais Paul Kagame et surtout le président nigérian Mamadou Issoufou, avec donc Gabon refuse à sa une, 44 partants pour un marché de 1,2 milliard de consommateurs. Franck Lemont, c'est peut-être un départ pour l'éclosion de l'économie africaine? Je pense que c'est un départ parce que l'économie, c'est la production, l'économie, c'est la consommation, l'économie, c'est la distribution, l'économie, c'est l'accumulation de capitaux pour garantir la diversification qui est l'élément fédérateur d'une prospective capable de faire la compétitivité. L'Afrique, en elle seule, représente moins de 10% du commerce mondial. C'est-à-dire que dans ce plan africain, les Africains ne commercent entre elles qu'à hauteur de moins de 3%. Donc, ce qui veut simplement dire que si l'Union africaine a pris des résolutions fortes à travers son président, qui est, je veux dire, M. Paul Kagame, qui est déjà à l'image de son propre pays, parce que vous savez, les indicateurs démontrent quand même que ce pays est en train de se faire du beau temps, parce que quand vous allez au Rwanda, vous avez l'impression que vous êtes en Europe. Donc c'est un peu ce genre d'image qu'on veut pour l'Afrique. Le fait de mettre sur pied cette formule d'intermédiation ou bien de consommation des produits africains, je pense que ça va permettre une dynamique d'excellence, une dynamique capable de garantir une efficacité pour que nous puissions avoir le même son de cloche pour garantir une convergence qui est l'élément fédérateur pour une excellence économique. Alors, il faut le dire, Pierre Claver-Kodo, cette zone de libre-échange, selon certains analystes, s'étendra naturellement sur un marché total de près de 1,2 milliard de francs CFA, lequel va d'ailleurs générer un produit intérieur brut à hauteur de 2500 milliards de dollars dans l'ensemble des États membres de l'Union africaine. Alors, on a visiblement l'impression que dans ce sillage-là, même les États dits, on va dire, moins développés pourront quand même tirer leur épingle du jeu. Je crois que c'est une initiative à saluer dans la mesure où elle est de nature endogène et surtout qu'elle vient que c'est des Africains eux-mêmes qui ont pensé et qui ont initié. Maintenant, et puis, les paradoxes qu'on n'arrive pas à relever quelquefois, moi je crois me souvenir qu'en économie, on parlait de la population comme étant l'un des agrégats en macroéconomie, mais paradoxalement, en Afrique, ce n'est pas appliqué.
Peut-être est-ce que c'est le milliard. fait que, comme Franck le relevait tout à l'heure, on n'a pas, les Africains ne commercent pas beaucoup plus entre eux, on a un commerce plutôt tourné vers l'Occident, où on importe quasiment tout, et puis cela fragilise un tout petit peu le tissu économique de nos États africains. Je crois qu'on n'a pas une culture de commercer entre nous. Pourtant, l'Afrique, c'est le berceau du troc, le berceau naturellement, d'après l'histoire. D'après l'histoire. Mais malheureusement, après le contact avec les économies modernes dans l'Occident, on est le porte-flambeau, on a battu en brèche ces valeurs-là et puis on nous a ramené dans des économies totalement bâtardes qui, en réalité, ne nous apportent rien. Bon, c'est pour dire que avec 44 partants, pour un marché de 1,2 milliard de consommateurs, je crois que ça peut se jouer. Et l'Afrique, puisque tout cela est étant chapeauté par l'Union africaine, je crois que l'Union africaine devrait se mettre l'accent dessus et classer cette initiative parmi les priorités à implémenter de toute urgence. Et surtout que l'initiative vient de les premières assises ont eu lieu dans un pays qui se démarque sous la présence de M. Paul Kagame. J'ai foi que jusqu'à la fin de son mandat, beaucoup de choses auraient évolué et que cette initiative sera traduite en acte. Alors, Franck, vous brûlez d'envie de réagir, mais je vais vous poser une question à la suite notamment de votre réaction. Quels peuvent être effectivement les avantages d'une telle décision venant de nos États africains qui veulent désormais commercer entre eux à travers la création de cette zone de libre-échange? Vous savez, l'Afrique compte plus de 3,2 milliards de population, avec un produit intérieur brut combiné à hauteur de centaines de milliards de dollars, qui justifie simplement un fait simple. Si de telles initiatives est appliquée, ça va démontrer naturellement que l'Afrique veut changer de paradigme. Vous savez, le paradigme voudrait quand même que nous puissions dire, OK, il faut regarder autrement les choses, mais sur une boussole qui permet d'être maître de ce que nous-mêmes nous faisons. Donc aujourd'hui, on a des véritables Africains qui sont en train de comprendre qu'il faut trouver des mesures solides, efficace pour essayer de s'autogérer. Vous savez, l'économie, c'est une science objective qui fonctionne de manière pragmatique. L'économie ne se prépare pas, ça se vit, ça se touche sur le terrain en termes de faisabilité. Vous savez, les institutions africaines sont dans une espèce d'immobilisme à outrance où les leaders sont dans une posture de dépendance de la prééminence C'est-à-dire que finalement, avec ces accords-là signés par 44 pays africains, vous avez finalement l'impression que l'Afrique aura une place de choix dans le marché international? Est-ce que finalement ces investisseurs qui vont peut-être venir pour avoir de l'espace marchand sur le continent africain vont désormais un tout petit peu s'égosier pour avoir de l'espace? Vous savez, quand vous regardez comment fonctionne l'Union européenne, ils ont suivi une structure qui fonctionne dans une dynamique simple, encadrée, protégée. En quelque sorte, le protectionnisme qui voudrait qu'ils puissent avoir une même vision pour contrecarrer les États-Unis et la Chine. Donc, l'Union africaine également doit aussi mettre sur pied des stratégies capables de faire ce que, quand on parle de l'économie mondiale, que l'Afrique puisse avoir aussi une vision globale qui permet de garantir ce qu'on appelle l'efficacité, qui permet de converger pour assurer ce qu'on a en quelque sorte l'accumulation des capitaux sur la base de la consommation. Lorsque vous arrivez à produire et consommer ce que vous-même vous avez produit, à mon humble avis, c'est un indicateur majeur pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et si vous ajoutez à ça le facteur de la bonne gouvernance, vous n'aurez plus besoin d'aller voir le FMI parce que vous aurez suffisamment de ressources capables de garantir la prospective. Et dans la prospective, on parle de la diversification parce que mentalement, vous auriez compris qu'en consommant Made in Africa, vous allez améliorer l'existence sur le plan de la productivité africaine à l'extérieur. Ça va démontrer à suffisance que l'Afrique est en train de bouger les lignes et la géopolitique mondiale comprendra et puis il y aura des équilibres qui vont s'instaurer parce que les bases sont assez soudées. Il va falloir désormais prendre l'Afrique au sérieux. Alors on va peut-être sortir de cette première une, ça sera avec vous Pierre Claver-Kodo. C'est vrai qu'on a plus de 44 États sur le continent africain, cela veut dire quand même qu'il y a certains qui sont un tout petit peu réticents à cette zone de libre-échange, au rang desquels notamment le Nigeria, le président Muhammadu Buhari qui a décidé de suspendre, on va dire, la participation de son pays à ce processus d'instauration de cette zone de libre-échange. Eh bien, on l'a vu depuis sa prise de mandat avec cet aspect protectionniste, M. Buhari, qui veut un tout petit peu qui veut développer un tout petit peu, on va dire qu'il veut rester et préserver les acquis de son pays, qui ne veut pas trop s'ouvrir. Quelle lecture faites-vous de cette position de M. Buhari? Oui, le Nigeria, c'est près de 200 millions d'habitants, donc c'est déjà un marchand de jeunes assez solide aussi et qui
Et le président Mohamed Bouhari ne voudrait peut-être pas, mon humble avis, ne voudrait peut-être pas se voir envahir par des produits made in Africa. Et or, en réalité, modestement, c'est pas un bon calcul, puisqu'il y a près de 200 millions d'habitants au Nigeria, mais toute l'Afrique, toute la zone de Libre-Échange concerne quand même 1,2 milliard d'habitants, de consommateurs. Donc il aurait bien pu. Mais je crois savoir également qu'il a prévu consulter son peuple avant de prendre une décision sur cette question. Donc je crois qu'il est dans une démarche démocratique classique et pour dire ok, à vous-même de décider de ce qu'il y a lieu de faire. En tout cas, il faut tout ça. Aux autres ou pas. Alors. Et il faut dire tout de suite, Pierre Claver, que le président nigérien ainsi que le président Paul Kagame ont d'ailleurs décidé de pouvoir faire la ronde de ces États-là qui semblent être un tout petit peu réticents à ce grand projet qui va forcément permettre une véritable intégration et une diversification des économies africaines et même l'industrialisation de tout le continent. Il faut dire c'est le premier acte majeur de M. Paul Kagame, donc à la tête de l'Union africaine, lui qui a d'ailleurs succédé à ce poste, M. Alpha Condé. On va quitter cette fois-ci avec cette une de Gabon Refus qui nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. C'est donc avec Gabon économique, comme le disait d'ailleurs sur ce plateau, eh bien pour une très bonne économie, il faudrait tout simplement que nos États puissent bannir ce véritable fléau qui est véritablement une épine dans la chaussure de développement de tous les États africains. On parle de la corruption, donc lutte anti-corruption. Nous restons au Gabon, à la une de Gabon Éco, quand l'opération Mamba bute finalement sur la politique. Est-ce que relève ce matin le quotidien Gabon économique? Alors, finalement, on a l'impression, je le disais, et vous également avec Pierre Claver Kodo, et vous avez bien trouvé une formule qui nous avait fait marrer sur ce plateau. Les différentes opérations lancées sur le continent africain, serpent noir, crocodile, mamba au Gabon, épervier au Cameroun, on va y arriver. Finalement, elles butent sur la politique. Et forcément, on a envie de comprendre, est-ce que les politiques sur le continent africain, plus ou moins, permettent ou alors fragilisent un tout petit peu son système juridique? Bon, je crois que les politiques, comme tu l'as dit si bien, Fabrice, les politiques fragilisent l'efficacité de ces opérations parce que les hommes politiques engagés sur le continent, généralement, puisent leurs ressources, non pas des entreprises, qu'ils ont très peu, sinon très peu, puisent leurs ressources des entreprises, mais généralement trouvent des formules liées aux mécanismes de corruption mis en place pour pouvoir entretenir l'électorat ou alors se faire un trésor de guerre sur le dos de l'État. Et ce qui, comme nos États, il n'y a pas encore une distinction, il n'y a pas encore une véritable séparation des pouvoirs exécutifs. Sauf que constitutionnellement, on dit que le pouvoir, l'exécutif n'a pas quasiment accès au judiciaire, mais sur la pratique, on a finalement l'impression que l'un prime sur l'autre. Constitutionnellement d'accord, mais il y a toujours des chevauchements, il y a des chevauchements, il y a même, des fois on a même l'impression que c'est l'exécutif qui pilote tout. Qui pilote tout, et c'est pour ça que une de nos confrères est très très intéressante parce que dans le contexte actuel, il est difficile que le politique ne se mêle pas de la lutte contre la corruption, parce que sinon ce serait un peu comme si à la branche sur laquelle le politique le met assis. Alors, mon chef, à quel moment on va un tout petit peu s'intéresser, on va prendre le revers de cette une-là que nous propose Gabon Économique, à côté justement de ce que Pierre Claver pouvait relier tout à l'heure, et bien cette espèce d'ingérence de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire. On a finalement l'impression que ces différentes opérations, on en croit notamment l'article proposé par nos confrères de Gabon Économie, ces opérations lancées sur le continent africain pour lutter contre la corruption, elles sont faites parfois à tête chercheuse. On a visiblement l'impression qu'on veut faire tomber des boucs émissaires, des individus qui veulent peut-être s'accaparer au pouvoir en place et qui ont pourquoi pas des velléités assez conséquentes. Et bien, à un moment donné, ils sont traqués par des faits de corruption pour être écartés sur le chemin politique. On voit le cas du côté du Sénégal avec les frères, entre guillemets, Sall, Macky Sall et Khalifa Sall. Est-ce que vous avez finalement l'impression que c'est ça qui empêche véritablement aujourd'hui au continent de lutter efficacement contre la corruption? J'ai écrit dans Afrique Business Magazine, dont je suis directeur de publication, en 2017 et ses controverses macro et microéconomiques, j'ai démontré à suffisance que l'Afrique est le continent le plus riche du monde par ses matières premières, le bois, le pétrole et tout. Et je me rappelle
quand j'étais tout petit, on coupait le bois au Cameroun tous les jours. Donc aujourd'hui, le même bois, on ne cesse de couper. Ça ne finit toujours pas. Donc naturellement, on fait une digression pour revenir sur ce sujet qui est assez important. Quand on remonte l'histoire de temps, l'Africain est l'expression d'une déchéance morale où les colons ont tout fait pour nous démontrer que nous sommes des sous-hommes. Et ça du coup, est fait à ce qu'on est devenu le complexe du complexifié. Mais à côté de ça, nous aussi, nous sommes un tout petit peu comptables de ce qui se passe sur le continent africain. Permettez-moi d'analyser, c'est assez important de dire ça. Vous savez, lorsque un Africain fonctionne dans une administration, dans sa tête, c'est de voler, fait tout pour voler, même si on a beau dire que c'est parce que les gens n'ont pas de salaire, mais non. Donner à quelqu'un même 10 millions de salaire par mois, il va toujours voler. Permettez. Vous savez, le FMI, la Banque mondiale sont les institutions de Bretton Woods qui ont été créées dans les années 1944 parce qu'ils ont compris que sur le plan géostratégique, l'Afrique dispose de matières premières capables de faire bouger les choses. Il faut tout mettre en œuvre, comme c'est des corrompus, des systèmes et des mécanismes qui vont faire qu'à un moment donné, ils sont dans une reproduction infernale de la dette. Parce que mécaniquement, la monnaie étant tenue par l'économie, puisque les deux sont liés, or la politique encadre la monnaie et l'économie. Or lorsqu'on a des politiciens qui ne sont pas des leaders avec grand H, qui sont des hommes qui fonctionnent dans une logique de la dépendance post-coloniale, on ne peut pas bâtir une Afrique dynamique dans la prospective. Il faut qu'il soit clair là-dessus. Et c'est pour ça que, jour et jour, on essaie de faire la corruption. Il faut remonter l'histoire. C'est moralement et mentalement dans l'instinct du noir. La corruption, c'est le fait que le noir ne croit pas à ses propres potentialités. Il se dit, c'est en volant qu'il doit exister. Pour vous relancer, justement, nous voulons maintenant comprendre les raisons de l'échec justement de ces différentes opérations lancées sur le continent africain. Mamba au Gabon, on a l'impression finalement que c'est à tête chercheuse, d'après l'article de nos confrères de Gabon Économie. C'est où le véritable problème aujourd'hui? On ne réussit plus à dissocier le véritable coupable. Quelqu'un a d'ailleurs dit que les coupables sont d'ailleurs en liberté et les innocents sont en prison. J'ai dit dans mon analyse que l'économie est gérée par la monnaie, les deux sont consubstantiellement liés et s'encadrent par la politique en fait. C'est la politique qui implémente la stratégie de croissance de tout pays. Et quand on parle de politique, c'est encadré par le chef de l'État. Donc, à mon humble avis, je n'ai pas la capacité d'élire dans la boule de cristal pour dire forcément que c'est des opérations à tête chercheuse. Il faut que nous puissions mettre sur pied des institutions fortes pour des hommes capables de faire avancer les choses. Je prends l'exemple du Rwanda parce que ici à Fimédia, la prééminence de cette chaîne voudrait que quand on intervient, c'est pour enrichir la compréhension de tous les pays. En quelques secondes, Franck, allons-y. Le Rwanda est dans une dynamique d'excellence. Pourquoi? Ils ont mis sur pied un système digitalisé. Au Rwanda, on ne manipule plus l'argent. Or, quand vous êtes dans le mystère, c'est un système de caisse. 100 millions entre ça sort avec les banques de signes à gauche. Au Rwanda, tout est digitalisé. Il faut qu'on impose ça. Ça sera peut-être ça la formule magique. Je pense que c'est une formule magique pour lutter contre la corruption. Efficacement. D'accord, c'est noté en tout cas. Ils sont nombreux à nous suivre à travers le continent africain. Pas mal d'ailleurs de hommes des juridictions compétentes vont d'ailleurs prendre cette note. Alors, vous voulez d'envie de réagir, Pierre Claver-Kodo, à la suite de ce qu'a dit Franklin Momo tout à l'heure? Je vais juste apporter un peu à mon moulin et à son moulin. Naturellement. Pour mieux éclairer je vais mettre en avis une proposition. Vous savez, il y a un pays comme la Chine qui compte quand même plus d'1,5 milliard d'habitants, je crois. Mais ces pays, on ne parle plus d'actes de corruption comme on en parle en Afrique. Simplement parce que la Chine a adopté une loi qui est en vigueur et qui s'appelle la loi anti-crime non violent. Parce que les actes de corruption sont assimilés en Chine à des crimes, mais des crimes non violents. Parce que c'est des crimes qui font beaucoup de dommages, mais qui ne font pas couler du sang. Alors, ces crimes-là sont condamnés par des peines de mort. Et puis, ils sont condamnés sans appel à des peines de mort. Et le coupable a juste un choix à faire, c'est la nature du mode d'exécution, soit par fusillade, soit par pendaison. Et généralement, quand il refuse de faire le choix, on peut faire le pendre parce qu'on peut utiliser la même corde pour pendre d'autres personnes. Maintenant, c'est pour dire, je suis sérieux. Je crois que la corruption en Afrique ne touche pas seulement le petit peuple. La corruption touche même les transnationales qui alimentent les réseaux de corruption en Afrique. Vous savez, pour qu'une entreprise, une transnationale prenne un contrat, un contrat de concession en Afrique, il arrive très souvent qu'elle impose, qu'elle surprenne les décideurs, nos dirigeants avec des prises de part
dans des structures qui descendent de celles de la concession. Et à ce rythme-là, vous pensez que ces gens-là, alors que chez eux c'est interdit, mais ici ils le font parce qu'il n'y a pas de lois assez sévères pour lutter contre la corruption. Je crois que la solution, c'est de mettre en place des lois extrêmement sévères et puis en plus de la digitalisation qu'on parlait Franklin tout à l'heure. On trouvera des solutions durables pour éviter même d'investir encore dans des opérations Cobra, Mamba et autres. En tout cas, comme quelqu'un le dit d'ailleurs, il faut des institutions fortes pour des nations fortes. Il faut dire justement à la suite de cette une de Gabon économique lancée quasiment depuis 2017 sous l'impulsion du FMI. Eh bien, cette opération Mamba a déjà fait tomber quelques hauts commis de l'État au rang desquels M. Wada autant pour moi, qui était d'ailleurs à la barre la semaine dernière pour répondre de ces actes du côté du Gabon. Eh bien, on va prendre notre journal, c'est donc le journal de notre confrère Yves Léopold Ngoma qui est donc du côté du Gabon. Eh bien, on s'intéresse justement à cette humeur plus ou moins confirmée donc par le journal Gabon économique qui est en ligne. Et le Gabon Actualité autant pour moi qui nous fait savoir ce matin dans l'affaire opposant justement l'État gabonais à Paris. Non, c'est pas. On va plutôt prendre, voilà justement, on s'est un tout petit peu trouvé Gabon Actualité qui est donc en ligne. Vague donc de refus de payer le nouveau décodeur HD de Canal+, donc du côté du Gabon. Eh bien, le journal fait savoir que les activistes gabonais inondent des réseaux sociaux d'appel à ne pas accepter le remplacement des décodeurs de Canal+, contre le paiement de la somme de 25 000 francs exigée par le principal fournisseur des chaînes de télévision dans ce pays-là. Alors, il faut dire parmi les activistes en première ligne de cette campagne, il y a donc les figures connues ayant participé en février dernier aux manifestations qui ont conduit à l'expulsion du groupe français Veolia. Est-ce qu'il faut désormais dire avec Gabon Echo que finalement on a l'impression que les sociétés françaises du côté de Gabon sont tout simplement malvenues? Hier c'était Veolia et aujourd'hui c'est Canal+. En réalité, les Africains prennent de plus en plus conscience que parce qu'il faut dire quand même que dans ce même dossier, le décodeur, selon notre confrère, est donné gratuitement, du moins s'il est changé gratuitement en France, alors que Gabon demande aux pauvres Gabonais de dépenser 35 000 francs CFA pour la même circonstance quasiment assez ambiguë. Je voulais dire ceci, je voulais dire que la France considère le marché africain comme un marché captif, un marché qui lui est naturellement acquis. Vous dites naturellement acquis? Considère que c'est un marché qui lui est naturellement acquis. Et par conséquent, ça s'arrange, ça se retrouve en situation de monopole dans la plupart des secteurs. Canal+, en réalité, ça vend quoi? Canal+, devrait même être chassé d'Afrique parce que Canal+, nous inonde avec des programmes pornographiques et autres, des programmes d'aboutissement des masses, comme les séries télévisées que je vois, qui aujourd'hui ont pris en otage toute notre jeunesse. Sauf que vous avez le choix. Voilà, vous avez le choix, mais généralement, les programmes ne sont pas des programmes. Maintenant, pour revenir sur la décision, ou alors sur ce mouvement, je crois que le mouvement a lieu d'être. Le mouvement, parce qu'on ne peut pas nous considérer comme des vaches à lait. Si en France c'est gratuit, pourquoi est-ce qu'en Afrique ça doit être... C'est là toute la question. C'est là toute la question. Alors, c'est normal que les Africains puissent lever la tête et dire qu'attendez, il faut arrêter ça. D'accord, il faut arrêter ça. Franck, votre réaction sur cette une? Je pense que c'est tout à fait logique que ces artifices puissent réclamer des choses qui vont faciliter le bien-être. Donc, quel message que je voulais profiter pour faire passer, c'est que quand on regarde comment fonctionne la structure de l'économie africaine de manière générale, tous ces multinationales qui existent en Afrique, ils travaillent pour l'intérêt des Occidentaux. Le FMI est une institution financière qui reçoit le fonds et les replace dans les marchés financiers. Qui sont les actionnaires du FMI? C'est la France, la Grande-Bretagne. Il faut que les Africains puissent comprendre ça. C'est ça le problème de fond. Vous ne pouvez pas faire la concurrence avec multinationales africaines, occidentales en Afrique parce qu'elles disposent de ressources financières capables de vous écraser. Donc, mécaniquement et on a quand même vu la politique de M. Gandhi. À un moment donné, il n'avait pas assez de moyens, mais qui a quand même réussi à pouvoir contourner la pression occidentale. Donc, peut-être sont des méthodes qu'il faut tout simplement implémenter. Surtout ces multinationales qui sont en Afrique travaillent pour l'intérêt de la prééminence dont ils représentent. Et ils sont encadrés par le Fonds monétaire international. Et lorsque le FMI arrive dans un pays qui est dans une position de déséquilibre, je veux dire,
structurée de la balance des paiements. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous impose un soutien de manière coûtemiste. Pourtant, la mission d'une banque, c'est de garantir la prospective à court, moyen et long terme. Comme on sait que vous êtes des sous-hommes, comme ils savent qu'on n'arrive pas à bien gérer, je veux dire, notre matière première, la corruption et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent de l'argent et on n'arrive pas à rembourser. Et lorsqu'ils arrivent maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous imposent maintenant de la privatisation. C'est ça que j'explique clairement. Et quand ils vous imposent la privatisation, qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir multinationales et ces multinationales achètent avec l'argent qu'ils ont mis à ces multinationales. Donc, c'est un mécanisme infernal de reproduction de la dette qu'ils ont mis en place pour déstabiliser l'évolution de l'Afrique. Vous savez, la Chine a connu depuis ces dernières années une montée exponentielle en termes de dynamique économique. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Dans l'analyse politique mondiale, ils sont en train de tout faire pour que l'Afrique noire ne puisse pas sortir la tête de l'eau, parce que objectivement, la France a été perdre les parts de marché en Afrique. Si vous avez suivi le discours de Tillerson lors de sa tournée, il dit que l'Afrique c'est 3,2 milliards d'habitants, avec un PIB combiné à hauteur de milliards de dollars, un sous-sol entièrement riche, une dynamique d'excellence qui fait faire que les choses puissent changer. C'est pour ça que l'Afrique intègre les États-Unis. Donc, objectivement, il faut que nos leaders puissent mettre sur pied des institutions fortes pour que nous convergeons, pour garantir une sorte de protectionnisme, pour que l'Afrique puisse sortir de la tête de l'eau. En tout cas, s'ils ne le font pas, on a visiblement l'impression que la société civile semble désormais leur emboîter le pas à travers un bon nombre de manifestations. La preuve d'ailleurs du côté du Gabon, on verra encore d'autres manifs tout à l'heure qui ont d'ailleurs pris corps du côté de la France même. Mais avant d'y être, on va rester au Cameroun. Eh bien, vous l'avez d'ailleurs si bien relayé sur ce plateau. Eh bien, le Cameroun, ce pays est désormais, depuis quelques jours, quasiment depuis l'annonce de ce gouvernement Yang 4, carrément chamboulé, des arrestations, on n'en plus fini. Eh bien, on va convoquer la une du quotidien Émergence, donc, qui en exclusivité nous fait savoir donc, que l'épouse de monsieur Tangana Kouna est donc torturée au tribunal criminel spécial, capturée depuis lundi dernier à son domicile vers 5 heures par une escorte police gendarmerie. Elle croupit désormais dans une sordide de cellule à la division spécialisée des enquêtes préliminaires. Eh bien, si la femme est donc plus ou moins torturée, en tout cas, nous retransmettons et relayons d'ailleurs l'information telle qu'elle est traitée par nos confrères d'émergence. On va cette fois-ci voir un peu plus clair dans ce dossier à Tangana Kouna. C'est donc avec le quotidien Messager. Comme dans un film western, nous dit le journal, eh bien la une donc du dit journal, fin de cavale pour Tangana Kouna. L'ex-ministre de l'eau et de l'énergie a été appréhendé au Nigeria et ramené donc hier soir à Yaoundé, alors que des sources l'annonçaient déjà en exil du côté du Canada. Alors on le savait déjà, M. Tangana Kouna fait l'objet on va dire de poursuites judiciaires et notamment l'annonce sortie sur le continent, sur le territoire camerounais. Finalement, M. Tangana Kouna qui aurait été appréhendé du côté du Nigeria, forcément, il y a donc des zones de l'ombre qui ont finalement facilité sa sortie. Mais on ne va pas s'appesantir sur ce dossier-là, sur ce cas de figure, même si peut-être je vous laisse au soin de vous étaler comme vous voulez. Finalement, M. Tangana Kouna, c'est un pompier pyromane finalement. Monsieur Tangana Kouna, c'est un cas illustratif du phénomène même de la corruption et de la construction des réseaux mafieux dans nos pays, des réseaux de prédation de la fortune publique. Aujourd'hui, sitôt après avoir été déchu dans le gouvernement du 2 mars et avoir reçu une interdiction de sortie du pays, il ne s'est pas embarrassé d'utiliser d'ailleurs des lanceurs d'alerte, ou comme j'appelle plutôt des lanceurs de l'heure, qui l'ont signalé coup sur coup au Canada, à Casablanca, à Campo, je ne sais encore où. C'était simplement pour distraire ceux qui étaient à ces trousses et également l'opinion. Maintenant qu'il se fait rattraper par Interpol au Nigeria, j'imagine un peu qu'il a voyagé comme un bon petit voyou, un monsieur qui avait autant de suffisance que nous connaissons comme étant quelqu'un de très suffisant, mais qui se retrouve en train d'emprunter la route de l'aventure comme quelqu'un qui veut se rendre en Europe en traversant Paris à tout prix. Voilà. Aujourd'hui, il revient au Cameroun et c'est un ou de soulagement pour certains observateurs parce que s'il serait parti, il y a beaucoup de gens qui l'ont entraîné dans sa chute et ces gens auraient pu être condamnés parce qu'il n'y aurait pas eu de confrontation entre lui qui est effectivement... Justement Pierre Claver, avant de permettre à M. Franklin de pouvoir réagir, pourquoi est-ce que le dossier à Tangana Kouna intéresse tant le gouvernement camerounais? On a vu par le passé des ministres qui ont
pris la poudre d'escampette, qui n'ont plus jamais été retrouvés. Mais M. Tangana Kouna a été, on va dire, été poursuivi jusqu'à l'étranger, au Nigeria, pour être ramené en sol camerounais. C'est quoi véritablement ce problème avec M. Tangana Kouna? Voilà, Tangana Kouna, c'est pratiquement le monsieur Lo depuis ces 20 dernières années au Cameroun. Vous savez qu'il a piloté la mission provisoire de l'ex-NEC avant de créer la Camouata. Et la Camouata, en passant le contrat d'affermage avec la CDE. Et ensuite, il a été promu ministre de l'eau et de l'énergie. Et ce qui est surprenant, c'est un aspect qui n'attire peut-être pas l'attention, mais c'est que Tangana Kouna se fait justement rattraper le jour de la célébration de la journée mondiale de l'eau. Un 22 mars. Un 22 mars, alors qu'il a passé tout son temps dans l'eau. Bon. On espère qu'il ne va pas demeurer dans l'eau. On le souhaite, mais sinon il va se noyer. Tout porte à quoi qu'il va se noyer dans cette eau-là. Ça, c'est ce que vous dites. Vous êtes responsable de vos propos. D'accord, vous l'assumez. Le Popoli, est-ce qu'on peut convoquer la une du Popoli pour permettre notamment à Franklin Momo de pouvoir réagir à la relation si elle est en phase avec nous? Eh bien, on va finalement voir. C'est aux communes de l'État qui ont donc été déchus, non seulement déchus, mais également qui feront désormais l'objet de bon nombre de poursuites judiciaires. On voit au rang desquels d'ailleurs des recteurs, M. Bikolo, Oyono, qui sont désormais épinglés par la justice camerounaise. Alors finalement, Franklin Momo, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'avoir une fonction assez responsable au Cameroun peut désormais vous conduire à des poursuites judiciaires, parce qu'on a finalement l'impression que ces ex-directeurs généraux, finalement, tous sont épinglés par cette opération épervier. Vraiment, c'est regrettable qu'on se retrouve là, parce que naturellement, quand on regarde comment fonctionne un leader, on a un peu comme l'impression que ces gens, à un moment donné, oublient leur rôle existentiel. L'existence humaine voudrait quand même qu'à partir de votre valeur intéressante, vous puissiez apporter votre contribution pour faire avancer la société dans une logique objective et pleine de construction, pleine de substance et pleine d'efficience, pour que quand vous ne serez plus, comme que votre nom soit inscrit au Panthéon. Mais quand on regarde la nomenclature mentale de notre leader, c'est l'exposition du complexe, du complexifié, qui voudrait que mécaniquement, on se dit quand on a l'argent, il faut qu'on multiplie cet argent, on multiplie pour faire prévaloir le dogme de la prééminence sur ses voisins. Voilà un peu comment fonctionnent nos leaders. Le leadership africain a un problème de constitution et de considération. Comment comprendre aujourd'hui que tous ces grands gens qui sont des docteurs, qui sont des agrégés, qui savent la norme en termes de management, comment comprendre que, je parle du simple cas de Tangana Kouna, regardez un peu son parcours, un parcours élogieux. Naturellement. Et qui de l'ancien SINEC pour Kanwata, Cameroun des eaux, il se retrouve ministre de l'énergie et de l'eau. Comme ça ne suffisait pas, il continue de piller les caisses de l'État. Le Cameroun est rentré sur FMI en 2017. D'où va venir l'argent pour le remboursement? C'est une dette. Nos enfants vont rembourser. Cet individu a combien dans ses poches? Mécaniquement, on ne peut pas construire une économie lorsqu'on n'a pas le leader, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle de la géopolitique mondiale. Quand les Occidentaux s'asseyent pour réfléchir, pour penser le monde, ils disent que les Africains sont comme des animaux. Excusez-moi l'expression, je suis noir, je suis africain. Mais c'est une figure de style pour montrer que ce que nous faisons n'est pas loin de l'animal, en fait. Essayer de faire une comptabilité de tout cet argent détourné. Ça peut créer des emplois. Naturellement. Allez, on va donc, Pierre Claver, sortir définitivement de cette opération épervier avec donc la une. On va encore convoquer cette une à l'antenne, puisqu'on va d'ailleurs échanger avec nos confrères du quotidien ou alors du journal satirique Le Popoli, après Dombekolo, Solo, Yono, Aïna, Robert qui lit ce jour. C'est d'ailleurs ça. L'interrogation qui embrase la une du dit journal, eh bien on peut d'ailleurs lire l'échange. Et Yébé ici, tu as voulu ma tête depuis, tu l'as à présent. Et M. Tangana Kouna de pouvoir lui également s'exprimer. Je suis devant, cours comme tu veux, je t'attends à Kondengui. Eh bien pour M. Yono, ex-recteur de l'université de Douala, que celui qui comprend ce que je fais là, me dise à quoi bon le savoir. D'ailleurs, retour à côté M. Aïna. Alors finalement, Robert Kilé également serait peut-être dans les mailles. Oui, c'est comme une gangrène qui affecte toute notre élite ou alors qui affecte toute notre société. Toutes ces histoires tournent autour des cas de corruption ou de malgouvernance. Le bien qu'il semblerait-il serait rattrapé par l'affaire des avions chinois et d'autres. Il suffit les MA les MA60.
Il suffit au Cameroun qu'on confie, et c'est pas le chef chef de l'État. Très bien l'État. justifié par le gouvernement en place, du moins par celui communicationnel. À une certaine époque, d'ailleurs, on se souvient de ces débats qu'on a eu sur Afrique Média Télévision pour démontrer effectivement qu'il y avait anguille sur roche. Maintenant que le tribunal criminel spécial s'est saisi du dossier et l'a mis sous mandat de dépôt, je crois qu'on en saura davantage d'ici peu. Je voulais quand même revenir sur le cas qui nous interpelle, celui qui fait vraiment la une, les choux gras de toute la presse, celui de Tanakuna. Il faut savoir que depuis 20 ans, ça peut-être on ne le dit pas officiellement, l'État a mis énormément d'argent pour l'amélioration de la desserte de l'eau potable au Cameroun, que ce soit en zone urbaine ou en zone... et puis l'État a même donné la faculté à la Kamwata de signer des conventions pour obtenir des financements extérieurs. Et alors c'est là où tous ces prévaricateurs vont donc trouver de l'espace pour pouvoir poser des actes que nous déplorons tous. Et donc ça signifie que, comme le disait Franklin, nous perdons des milliards de francs CFA. Parce qu'il y a des individus qui ont mal phagocyté les projets, ont surfacturé. Non seulement ils ont eu des rétrocommissions sur ces projets, mais en plus, ils ont fait exécuter les projets au rabais. Or, jusqu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ni dans les villes camerounaises, ni dans les campagnes, il n'y a pas de l'eau potable. D'accord. Oui, peut-être on a exposé les problèmes, mais je voudrais un tout petit peu qu'on puisse donner des voies d'issue à cette corruption que nous voyons du côté du Cameroun depuis quelque temps, car quasiment c'est tout un gouvernement qui est en train de finir derrière les geôles. Ce n'est pas aussi très bon pour l'image d'un pays comme celui qu'est le Cameroun. Alors finalement, est-ce que vous avez l'impression, Franklin Momo, que proposer une espèce de thérapie pour permettre, à côté de ce qu'on a dit jusqu'ici au gouvernement camerounais, de pouvoir véritablement avoir un suivi prompt sur les dossiers gérés par ces hauts comités d'État, puisqu'on a évidemment l'impression que 20 ans après M. Tanakuna, qui est rattrapé par des faits peut-être qui remontent à très très longtemps. Oui, avant de répondre à votre question, je veux dire aux téléspectateurs d'Afrique Média en exclusivité que l'agent que tous ces gens détournent, c'est cet agent que le FM utilise pour essayer de replacer toujours en Afrique. Donc, on perd de l'argent que nous-mêmes, on a volé pour garder. Et les Blancs récupèrent. Puis, son qui contrôle tous les mouvements et défis financiers par la mécanisation de l'euro sur le franc CFA. Donc, tous ces sous que ces gens volent sont distillés dans le marché financier et sont circulent dans les réseaux mafieux. Et ces Blancs récupèrent cet argent et ils reviennent encore vous prêter. Donc, objectivement, l'Afrique est très mal partie. Et ce qui m'amène à dire ceci que par rapport à l'avenir, il faut des réformes de profonde amplitude pour asseoir les bases d'une modernité cohérente. Quand il parle de modernité, c'est sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan chichique, qu'on fasse des symposiums ou des grands séminaires pour définir quel est le rôle de l'être noir sur la Terre. Est-ce que l'être noir a sa valeur existentielle? Pourquoi est-ce que le noir, jusqu'aujourd'hui, au XXIe siècle, où tout le monde a compris qu'il faut se développer, le noir est resté dans une espèce d'immobilisme? Pourquoi est-ce que tu vois la corruption tous les jours? Sur tous les plateaux de télévision, on en parle, on en discute, mais rien ne change. Ce qui veut simplement dire ceci qu'il faut mettre sur pied des institutions fortes, avec des moyens de suivi, parce qu'on a un problème de suivi en fait, parce que tu vois, de lenteur dans le suivi. Pourtant, il y a un contrôle supérieur de l'État qui est peut-être censé réguler tout cela. Non, je pense que quand vous dirigez une entreprise comme à Tanakuna, c'est quand même plus de 20 ans quand même. Qu'est-ce que vous voulez que l'innovation est la seule stratégie capable de mettre sur place des éléments de changement nouveaux. Lorsqu'il n'y a pas d'innovation, vous êtes dans une espèce d'immobilisme. Et lorsque vous êtes dans l'immobilisme à outrance, vous ne pouvez plus créer. Et quand vous ne pouvez plus créer, vous êtes dans une dépendance. Ça suppose quoi? Vous ne pouvez que voler. Je pense que le cas de la Tanakuna est discuté et aperçu auprès de tous les jeunesses comme un cas flagrant qui illustre à souhait la vitrine du mauvais management dont le Cameroun souffre depuis longtemps. Donc on a l'exemple de ce management qu'il faut bannir, qu'il faut... Je ne sais pas quel terme utiliser. Il faut bannir. C'est encore mieux. C'est encore mieux comme cela. Alors finalement, je parlais de ce fameux contrôle supérieur de l'État, de la CONAC, ces institutions, alors ces organisations qui sont mises sur pied pour véritablement réguler à un moment donné la gestion des affaires de l'État. Finalement, on a l'impression que tout stagne.
Effectivement, le contrôle supérieur de l'État peut mener des enquêtes, produire des rapports, mais ce n'est pas le contrôle supérieur de l'État, à mon avis, que je le sache, qui engage des poursuites. Et voilà pourquoi il est lenteur à tous les niveaux, parce que c'est là, une fois de plus, où le politique intervient. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la politique dans la lutte contre la corruption. Et c'est ça qui est regrettable, parce qu'il fallait des institutions pratiquement autonomes pour pouvoir mener ces opérations d'assainissement de la vie publique. Mais lorsque ces institutions existent et ne sont pas autonomes, vous voulez qu'elles ne peuvent pas remplir leur contrat vis-à-vis de la nation. Parce qu'il faut toujours que le politique intervienne, que le politique prenne en compte des considérations qui ne sont pas forcément celles qui rendent dans l'intérêt du pays. D'accord. Une petite précision sur... une petite précision vraiment en question. Je voulais ajouter aussi qu'il faut comprendre comment fonctionnent les entreprises camerounaises. Camtel est dans les problèmes de management. Camtel, que vous voyez, aucune entreprise camerounaise n'est dynamique. Parce que les leaders sont dans une espèce de corruption à outrance. Et dans ce genre de stratégie, il est impensable de faire la prospective. La prospective fonctionne sur la base d'une vision qui se structure sur le temps et sur l'espace en fonction des hommes avec grand H. Et non nos hommes qui ont pour simple façon de dire agrégé docteur, alors que sur le terrain, on ne voit aucun résultat. Donc qu'on soit sérieux si on aime notre pays, qu'on soit dynamique, qu'on essaie de regarder le cas du Rwanda pour comprendre qu'il est possible de changer les choses si vraiment la politique décide de faire que ça change. On va aller donc au Kenya. Eh bien, on sait depuis la réaction de M. Uhuru Kenyatta, la scène politique kenyane était quasiment divisée jusqu'à cette même temps acceptée par Raila Odinga, avec donc Daily Nations qui était justement en kiosque ce jour. Eh bien, le journal nous fait savoir à propos de cette, on va dire, de cette opposition Uhuru Kenyatta, plus ou moins face à Raila Odinga, la une du journal Uhuru appelle à soutenir le pacte d'unité pour promouvoir la croissance de son pays. Alors finalement, la parole à qui veut la prendre, mes chers monsieur Uhuru Kenyatta, qui veut tout simplement que les forces soient fédérées pour permettre naturellement au Kenya de pouvoir avancer. Après notamment ce pacte, bien évidemment, huilé par le patron de la NASA, avec justement monsieur Uhuru Kenyatta parlant de Raila Odinga. Oui, je crois qu'il est dans une posture de prospective, il est dans une posture, il est même dans son rôle. Pourquoi est-ce qu'on se fait élire chef d'un État? C'est pour conduire son pays vers le mieux-être de ses populations, vers davantage, vers l'émergence. Est-ce que le cas kenyan peut parler à beaucoup d'États africains? Effectivement, le Gabon avec le cas kenyan peut parler à beaucoup d'États africains. On peut retenir le Gabon, on peut retenir le Togo, la Côte d'Ivoire, on peut retenir la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, vous savez, les pays d'expression anglo-saxonne ont cet avantage qu'il n'y a pas une ingérence directe de la puissance néocoloniale. Donc selon vous, c'est le problème majeur dans les C'est l'ingérence, parce qu'il y a des intérêts qui sont menacés si jamais nos dirigeants font preuve de liberté ou alors de souveraineté. Ce sont ces ingérences qui empêchent que les gens puissent se regarder, discuter entre frères, sans que quelqu'un vienne souffler l'oreille de l'un ou de l'autre qui écouter. Mes intérêts sont menacés, alors ça ne vaut pas la peine autant continuer à entretenir le chaos. Franklin, M. Uhuru Kenyatta qui demande désormais qu'on puisse fédérer les énergies pour permettre naturellement à ce pays-là, le Kenya, de pouvoir effectivement lancer sa croissance. Oui, c'est une initiative qu'il faut apprécier, mais avant ça, je permettez-moi d'aller un peu plus en profondeur. Le leader de la NASA, M. Raila Odinga. Oui, je pense quand même que le ping-pong, vraiment, à mon humble avis, n'a pas fonctionné pour lui. Parce que revenir à des meilleurs sentiments. Non, je pense quand même qu'il y a un problème de fond qu'il faut comprendre. Le problème de leadership, en fait, il revient parce qu'il s'est rendu compte qu'il a tout perdu. Et dans ce genre de posture, vous ne pouvez pas être un véritable modèle parce que la jeunesse qui a cru en vous, qui s'est mobilisée pour pouvoir vous soutenir, a compris que vous avez un problème de leadership. Donc, il n'est qu'obligé d'accepter cette alliance parce qu'il a tout perdu. Ce monsieur a refusé d'entrer dans l'histoire. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de se représenter aux élections quand le Conseil constitutionnel a invalidé les résultats? Pourquoi est-ce qu'il s'est retiré? Non, je pense que nous, en Afrique, on a besoin des hommes qui sont vraiment des véritables leaders. Parce que si on fonctionne dans une logique d'approximation, d'a priori, on ne va jamais changer l'image de l'Afrique sur le plan international. Parce que tant que nous fonctionnons dans ce genre de stratégie où chacun veut seulement garantir l'ego surdimensionné, le bien-être personnel et non général, il y aura problème. Comment penser donc mécaniquement faire avancer les choses? On va quitter définitivement l'Afrique de l'Est, monsieur, pour nous intéresser à ce pourrissement tel que relayé ce matin par El Watan du côté donc de l'Algérie.
avec ce bras de fer qui persiste, qui perdure désormais entre les médecins résidents et le gouvernement, avec Don El Watan à sa une opposition. Eh bien, le journal fait dire que c'est désormais l'impasse dans le secteur de la santé. Les résidents en sciences médicales poursuivent leur grève illimitée malgré donc les menaces de leur tutelle et une répression policière forte et bien féroce à la limite. Des médecins spécialistes et des internes ont donc décidé de se joindre à la protesta. Il y a eu de nouvelles négociations depuis la dernière rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est dit dans une déclaration à El Watan, le porte-parole du collectif algérien des résidents algériens, Ahmed Taïlib. Eh bien, il faut le dire, en grève donc depuis près de 4 mois, les résidents en sciences médicales qui réclament principalement la suppression dans sa forme actuelle du service civil ont décidé de durcir leur mouvement à cause donc de la sourde oreille du côté des autorités. On va sortir de cette actualité avec le quotidien Le Soir d'Algérie. Eh bien, la conséquence donc de ce mouvement de débrayage de la part des médecins résidents, avec donc le journal de la grève, conséquent de la grève des médecins résidents à l'hôpital Mustapha, tourne tout simplement au ralenti, finalement. C'est une conséquence du débrayage des médecins, ça dure quand même des mois. Et ça se dit que c'est tout le système de santé algérien qui est victime de ces conséquences. Et c'est dommage parce que c'est, comme on disait, les gens, je ne sais pas si en Afrique, que ce soit en Afrique noire ou en Afrique blanche, les gens n'ont pas toujours la culture du dialogue. Et quand vous voyez l'une des raisons pour lesquelles les médecins débrayent, c'est justement la sourde oreille. C'est parce que le gouvernement fait la sourde oreille et eux, ils réclament l'annulation du service, on leur impose le service civil. Le service civil. Voilà. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne s'asseyent pas depuis? Pourquoi est-ce qu'ils n'essaient pas de trouver une solution? Ça fait près de 4 mois que ça a duré. Il y a les malades qui en souffrent. Il y a même les médecins, les résidents et les internes qui auront des... Tout le monde a des problèmes, c'est un engrenage. Bon, je pense qu'il faudrait que de ce côté-là, l'Algérie, c'est pour, à mon avis, c'est un pays sérieux, c'est un pays assez responsable. Il faut que les Algériens essayent de se mettre autour d'une table. Sauf que finalement, on a l'impression que le gouvernement Bouteflika n'est plus en odeur de sincérité avec finalement toute la population, plus que beaucoup d'entre eux demandent d'ailleurs son départ de la part du gouvernement. Ici, on observe parfois un caractère un tout petit peu morose de la part de son premier ministre, M. Ahmed Ouya, qui parfois est carrément éclipsé lors des dossiers assez brûlants de ce côté-là. En tout cas, cette grève, elle perdure. Finalement, on n'a pas de solution parce que des grèves sont encore proposées pour des jours à venir. On suivra cela de près. Mais juste à côté de l'Algérie, Franklin, au moins, on va s'intéresser aux élections présidentielles dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et oui, l'Égypte, eh bien, il faut dire qu'il se rend donc près de 59 millions d'Égyptiens qui iront donc aux urnes. Ça sera donc quasiment du 26 au 28 mars prochain pour choisir donc leur prochain président. Eh bien, à l'affiche, donc, on peut justement voir le président en place, M. Abdel Fattah al-Sisi et Moustapha Moussa, le seul d'ailleurs, on va dire, le rescapé de ces leaders d'opposition qui a donc vu son dossier être retenu dans le cadre de ces élections présidentielles. Parce que finalement, vous voyez, M. Abdel Fattah al-Sisi briguer un autre mandat de 4 ans à la tête de cet État qu'on appelle l'Égypte. Et bien sûr, quand on regarde la configuration politique en Égypte, vous avez comme l'impression que le résultat est connu d'avance. Il a fallu un candidat comme celui-là pour donner une certaine légitimité à ces élections. Donc, à mon humble avis, en tant que journaliste, naturellement, l'Afrique est dans une posture de dictateurs, des gens qui pensent que le pays les appartient. C'est vrai qu'en démocratie, tous les coups sont permis, mais quand même, il va falloir naturellement qu'en tant qu'homme, qu'on puisse mettre au centre des enjeux la valeur humaine, existentielle, parlant. Donc, le cas de l'Égypte parle à l'Afrique tout entière. Donc, un problème de leadership dont je ne cesserai d'évoquer ici à Afrimédia. On a un problème de perspective globale, géostratégique, du genre où on a des leaders qui ne sont pas charismatiques, qui font tout pour être dans l'immobilisme, qui font tout pour s'accaparer de toutes nos richesses, qui n'ont aucune vision qui permet à ce que nous puissions rêver. Voilà un peu l'image que l'Égypte traduit aux autres pays. Franklin trahit un secret. Il faut dire, Pierre Claver, pour sortir de cette question, M. Fattah al-Sisi est accusé à tort ou à raison d'être parfois responsable des dossiers rejetés dans le cadre des enregistrements des candidatures. D'ailleurs, il a fait une sortie officielle pour dire qu'il n'était responsable à rien de ces dossiers qui avaient été rejetés par la cellule en place de la tenue de ces élections présidentielles du côté de l'Égypte. Alors, on a finalement l'impression avec Franklin que M. Moustapha est plutôt, on va dire, cette face cachée de l'iceberg qui est placée pour permettre aux gens de croire effectivement qu'il y a des élections. Fait voilà pour croire effectivement aux gens qu'il y a eu des élections assez libres et crédibles du côté de l'Égypte. Partagez cette opinion.
je la partage. Je veux quand même apporter aussi une précision, c'est que l'Égypte a une position géostratégique qui entraîne des convoitises de certaines grandes puissances, notamment les États-Unis, et ne peut pas être président actuellement dans le contexte actuel. Personne ne peut être président en Égypte sans avoir donné des gages à des grosses puissances comme l'Amérique et même les puissances occidentales. Finance à hauteur de plus de 30 millions de dollars. Oui, l'armée égyptienne reçoit énormément d'argent. Or, il s'agit pour les Américains de garantir la sécurité de l'État d'Israël en utilisant l'Égypte comme un premier bouclier. Et si maintenant le challenger de Al-Sisi ne peut pas, lui, c'est peut-être un nationaliste qui ne voit pas les choses, cet anglais ne sera jamais président. Il jouera son rôle de faire valoir et puis après, il sera battu à plate couture. Tout simplement. Au terme de cette élection. Le magazine panafricain Afrique Révélation est naturellement disponible ce matin et le journal nous amène donc du côté de l'Afrique de l'Ouest puisque nous y sommes. On va s'intéresser au Bénin, donc à la une du journal. Le président béninois, M. Patrice Talon, préfère donc la Chine à Bolloré et à son concurrent. Titre donc le dit journal. Eh bien, la petite histoire, la voici. Le président a d'ailleurs demandé au groupe français Bolloré et à son concurrent béninois Pétrolin de se retirer d'un grand projet de chemin de fer. Un nouveau remontement dans ce dossier. Eh bien, le président qui choisit plutôt donner ce chantier à la Chine. Est-ce que finalement l'impression la Chine c'est le partenaire par excellence du continent africain? C'est bien vrai que par rapport à certains manquements dont je relève tantôt sur ce plateau, s'il faut faire ce qu'on appelle un rapprochement avec le discours de Tillerson, quand il a tourné en disant tantôt que le contrat avec la Chine c'est parfois opaque, on reproche à la Chine parfois du fait que quand ils investissent, parfois ce sont eux qui sont là, qui sont sur le terrain à la manœuvre. Donc on ne ressent pas les retombées en termes d'emploi en fait. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est qu'objectivement, la Chine paraît un peu mieux que l'Occident parce que c'est une approche beaucoup plus de proximité, elle est flexible et puis elle offre quand même quelques garanties qui démontrent qu'on peut quand même en faire avec. Donc je pense pour ma part que c'est une bonne initiative, sauf que lorsque vous êtes chef d'État dans un pays comme le Bénin, ça peut être le Bénin, ça peut être n'importe quel pays africain. Lorsque vous prenez des initiatives comme ça, si les Africains ne sont pas derrière pour vous soutenir, ne soyez pas surpris qu'avec le temps, ces gens puissent vous déstabiliser. Mais Dieu merci qu'au XXIe siècle, tous les Africains sont unanimes qu'il faut tout faire que nous puissions avancer à travers Afrique Média, qui est une chaîne dynamique, qui est une chaîne qui valorise, qui construit l'image de l'Afrique. Nous allons protéger tous les leaders qui travaillent pour l'excellence, pour que l'Afrique puisse s'imposer à l'international. Surtout quand on a dans ses trousses un certain Bolloré, il faut quand même craindre quelque chose. Il faut quand même craindre quelque chose, pas parce que c'est parce que ça se passe. C'est quand même un secteur assez sensible, hein, le chemin de fer, quand on sait quand même ce qui s'est passé au Cameroun, les événements d'octobre 2016 qui ont coûté la vie quasiment beaucoup de personnes. Finalement, on a l'impression que le Bénin a peut-être tiré les leçons. Le Bénin tire des leçons et nous avons de plus en plus besoin des dirigeants de l'étoffe de Patrice Talon. Et je vais vous rappeler par rapport au choix de la Chine que la Chine a conçu un chemin de fer en Éthiopie et donc, qui va jusqu'à Mombasa. Et actuellement, c'est le meilleur chemin de fer, mais aucun média français n'en parlera. Et alors, si Talon décide de mettre Bolloré et de tenir Bolloré à l'écart de ce projet, moi je crois que c'est une décision qui devrait faire tache d'huile en Afrique, surtout en Afrique francophone. Et je voudrais un peu chuter en attirant votre attention sur juste un détail. Est-ce que vous savez que la France est présente au Cameroun depuis 1918 ? Et en 2018, ça fait 100 ans. Est-ce que vous savez qu'aucune manifestation n'est organisée pour célébrer les 100 ans d'amitié, amitié entre guillemets, entre la France et le Cameroun? Pourquoi? Parce que justement, la France ne nous apporte rien et elle est consciente qu'elle ne nous apporte rien. Et vivement que l'exemple qui vient du côté du Bénin fasse tas d'huile pour que l'Afrique se construise enfin. Très bien, monsieur. On va quitter le Bénin juste pour un pays voisin, c'est donc le Togo. On parle naturellement de cette crise togolaise qui nous intéresse et qui vous interpelle, pourquoi pas, avec donc Togo Tribune qui est naturellement en ligne depuis quelques heures. Togo Tribune dont nous fait savoir que Nana Akufo-Addo relance donc le dialogue inter-togolais. Ça sera donc ce vendredi du côté de Lomé. Il faut dire que les hostilités avaient été interrompues pour un mois et maintenant les choses vont donc désormais reprendre alors qu'il y a eu plusieurs tractations au sujet désormais de qui ira donc à ce véritable dialogue. Mais on va convoquer donc la une cette fois-ci de la Nouvelle Tribune, toujours dans ce pays qu'on appelle donc le Togo, revenant sur cette crise togolaise dans la Nouvelle Tribune
au Togo qui est naturellement en kiosque, sortie des crises, dont des doutes, des espoirs, mais aussi des solutions. Alors, monsieur Franklin Momo, il y a des doutes sur cette sortie de crise. On parle de doutes, on parle des espoirs, on parle également des sorties de propositions de solutions. Vous êtes sur quel camp? Je suis sur le camp des doutes parce que la crise, c'est une période d'impasse qui caractérise l'existence d'un pays et qui met à mal certains manquements observés. Et lorsqu'il y a une crise et que vous n'arrivez pas à bien juguler cela, ça prend des proportions. Et puis, c'est comme blessure qui laisse les cicatrices. Donc, la meilleure façon pour juguler cette crise et faire rêver les Togolais, c'est que le leadership puisse changer, en fait. Donc, si le leadership ne change pas, il sera très difficile. On ne recourt pas les morceaux en politique. Lorsque vous avez raté la prospective politique avec les ministres, que veut dire prospective? C'est un schéma d'indicateur qui valorise la programmation des investissements dans un temps bien précis, qui met au centre l'intérêt humain, qui est la population. Lorsque vous avez raté la prospective et que la crise s'installe, le temps que le Bénin, le Togo est en train de... Le temps que c'est perdu ne favorise pas la croissance de ce pays, ne favorise pas son propre développement. Toutes les énergies sont concentrées à la gestion de la crise. Voilà comment fonctionne l'Afrique. Alors que sur d'autres sujets, les gens ont le temps de réfléchir, le temps de faire avancer les choses. Ici, chez nous en Afrique, on a le temps de gérer les crises parce qu'on a les leaders qui travaillent pour les intérêts et leurs égos surdimensionnés. Voilà comment ça fonctionne. Donc, par rapport au Togo, il va falloir que Ford puisse comprendre. Notre génération, c'est choquant que Ford ne s'est pas inspiré de l'exemple d'Ali Bongo, qui a dit non, je change le paradigme, je vais tout faire pour mettre les Gabonais au centre de mes préoccupations. Donc Ford ne peut plus recoller les morceaux. Et sur ce plateau, j'avais précisé que c'est difficile de recoller les morceaux. Parce que tout l'argent qui va gérer pour amener cette crise, cet argent pouvait servir autrement. Et dans ce genre de situations difficiles, la prééminence extérieure commence à vous infiltrer, impose le dogme. Là, vous êtes dans une espèce de recontinuation de la prédominance extérieure parce que vous n'avez pas été capable de bien vous gérer. Donc le Togo doit changer le paradigme avec un nouveau leader. Un point, c'est tout. Alors, Pierre Claver-Codon, il y a plusieurs camps en opposition, alors qui sont en scène dans ce dossier togolais. Il y a le camp, il y a Déma président en place, il y a les 14 partis de l'opposition, il y a le médiateur, M. Akufo Addo. On va s'intéresser également au groupe des 5. On ne parle pas assez, c'est également le groupe des 5, on va dire la coordination du système des Nations Unies, de la délégation de l'Union européenne et des ambassadeurs d'Allemagne, des États-Unis d'Amérique et la France qui ont d'ailleurs appelé des protagonistes à respecter leur engagement et à trouver un accord pour sortir le pays de la crise politique qui sévit dans le pays depuis quasiment quelques temps. Alors finalement, vous avez l'impression que ce groupe des 5 aura-t-il finalement contribué pour le retour de la paix du côté du Togo? Moi, j'ai même peur que ce groupe de 5 soit justement en train de jouer aux pompiers pyromanes parce que la crise profite à qui? La crise togolaise profite à qui? Et pourquoi est-ce qu'il y a des forts incapables de prendre sur lui, de faire preuve d'un courage politique pour asseoir tous ses amis, tous ses frères, tous ses fils togolais autour d'une table de manière endogène, de manière inclusive et trouver une solution à cette crise? Ça dure quand même, ça dure plus d'un an. Depuis quasiment août, j'ai l'impression. Voilà, ça dure depuis longtemps. Et maintenant, comme d'habitude, ils vont s'ingérer, ils vont dicter leurs lois. Mais si l'opposition ou alors les autres partis en présence ne sont pas d'accord, la solution sera provisoire, ne sera jamais définie. Parce qu'il s'agit de sortir définitivement de cette crise avec une nouvelle Togo. Un nouveau pays qui s'appelle le Togo. Parce que je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi ça a perdu. Parce que tant que les forces en présence ne sont pas satisfaites, vous allez essayer de poser des pansements dessus. Ça tiendra le temps que ça tiendra, mais par la suite, ces pansements lâcheront. Et puis la crise va se poursuivre. Il est donc temps pour Faure et Adema de prendre ses responsabilités, de faire preuve de courage politique pour sortir et faire sortir des c'est par ça qu'on va sortir Pierre Claver tout à l'heure. Franklin émettait des doutes. Vous trouvez dans quelle situation? De l'espoir, des solutions à sortir justement de cette réunion qui est prévue aujourd'hui du côté du Togo avec justement la coalition des 14 de M. Nana Akufo-Addo? Il faut toujours garder espoir, surtout quand il y a des gens aux commandes comme Nana Akufo-Addo. Il faut garder espoir. Je pense que sa présence, et maintenant, en plus, pour avoir cet espoir, il faudrait que Ford fasse preuve de volonté politique pour que Nana conduise avec succès ces négociations.
Merci, monsieur. Il me reste qu'à vous dire merci d'être venu. Merci, Franklin, de vous être prêté à cet exercice qu'on va dire proscrit quasiment aux diplômés, mais prescrit aux intellectuels. Je veux aussi également dire merci aux téléspectateurs médias. Notre rôle, c'est de contribuer, c'est d'apporter notre expertise, notre modeste façon de faire avancer les choses pour qu'à travers cette dynamique de Afrimédia, que l'Afrique puisse corroborer dans une convergence qui est l'élément de référence pour garantir son efficacité mondiale. Afrimédia n'est pas une télévision qui est contre l'Occident, c'est une télévision qui prône les valeurs pour que l'équilibre mondial soit établi, pour que le gâteau de la croissance mondiale puisse diviser, être réparti à tous les enfants du monde. D'accord. Franklin, que dis-je, Pierre Claver, merci en tout cas d'être venu ce matin. Merci, surtout un grand merci à nos milliers de téléspectateurs partout dans le monde et au-delà. Merci à vos rédactions. Monsieur, le prochain rendez-vous, c'est donc pris dimanche, lorsqu'il sera quasiment l'heure. Très bonne journée en compagnie des programmes d'Afrique Média Télévision. Tu me chasses au plateau, mon frère. Et quitte pas comment.